Bon, les câbles sous-marins transmettent les 99% de toutes les données Internet, financières, Netflix, etc. autour de la planète. Et il y a 3 ans, il y avait un nouveau réseau de câbles télécoms qui a été posé ici pour relier les îles guadeloupéennes entre elles. Et pendant 5 jours, la semaine dernière, avec mon collègue Lionel Kettel, nous avons effectué des mesures par réflectométrie laser sur ce réseau de câbles, 2 jours à Saint-François, 1 jour à Marie-Galante et 2 jours au Cap-Esther, pour établir l'état initial, l'état ce jour, des câbles télécoms, et nous allons revenir en novembre et l'année prochaine pour répéter les mesures, pour essayer de déterminer si ces câbles ils ont été sollicités, s'ils ont bougé pour des raisons de courant au fond de la mer, ou peut-être des failles tectoniques, ou peut-être une ancre d'un bateau, quelque chose qui aurait pu perturber le câble. Bon, ce réseau, c'est un nouveau réseau qui vient d'être établi il y a 3 ans, comme je disais. Il appartient au conseil régional de la Guadeloupe. Il est opéré par Orange et il permet justement de fournir les habitants des îles du Sud, des Saintes, de Marie-Galante et de la Désirade. Donc c'est une population d'à peu près 13 000 personnes avec des réseaux Internet modernes au même niveau qu'en métropole. Oui, tout à fait. Alors ces mesures qu'on fait ici en Guadeloupe, c'est dans le cadre d'un projet européen qui s'intitule Focus, et où l'objectif c'est de tester la technologie de interférométrie laser pour déterminer des faibles mouvements au fond de la mer. Et notre site de test principal, il est au sud de l'Italie, en Sicile, où on est au large du mont Etna, qui est un grand volcan de plus de 3000 mètres d'auteur. Et là, il y a la ville de Catane, qui est une région urbaine d'1 million d'habitants. Et il y avait un câble électro-optique. Il y a un câble qui fait 29 km de longueur. Et ici, au fond, par 2000 mètres de fond, il y a un observatoire câblé. Et on a pu venir se brancher à cet observatoire avec un robot sous-marin qui s'appelle un ROV, le Victor de la flotte océanographique française. Et ça, c'est le moment où on a connecté notre câble dédié de 6 km en traversant une faille tectonique au fond de la mer. Et on essaie de faire un suivi des mouvements de cette faille tectonique. Léna, est-ce que tu peux me donner un morceau de câble, s'il te plaît ? Voilà, parfait. Et le câble qu'on a posé au fond de la mer en Sicile, c'est celui-ci. Il fait 9 mm de diamètre, donc c'est à peu près comme votre petit doigt. Et il contient 5 fibres à l'intérieur, 3 dans le noyau, 2 dans un tube à l'extérieur. Et ces fibres sont connectées donc à terre, et on peut effectuer nos mesures avec le réflectomètre laser. Là, vous le voyez dans le laboratoire en Sicile. C'est le même qui est là sur la table pour cette manifestation ici. Et on peut mesurer jusqu'au bout du câble et voir s'il y a des mouvements ou non le long de cette faille. Et on est en train de mesurer depuis à peu près 1 an et demi, depuis qu'on a posé ce câble en octobre 2020. Oui, alors les câbles sont fragiles, tout est relatif. Celui-ci peut tenir 1 tonne avant qu'il rompe. Mais parfois au fond de la mer, il y a des sollicitations très importantes et violentes. La source de rupture principale pour les câbles sous-marins, qui, comme on voit ici, traversent les océans partout. Ça relie le Royaume-Uni avec le Danemark, avec la France, avec les Pays-Bas, etc. Et ce qui casse les câbles le plus souvent, c'est le chalutage. Donc c'est les pêcheurs qui traînent des filets au fond, et ces filets, ils accrochent parfois les câbles, et après le câble, ils cassent. Et s'ils cassent, c'est les navires câbliers qui doivent aller les réparer. Et c'est des pertes économiques très importantes. Chaque jour qu'un câble ne fonctionne pas, ces pertes se chiffrent dans des millions. Et donc les bateaux câbliers, les navires câbliers sont des genres d'ambulances qui vont sur site dans les 24 heures, ils partent. Et d'habitude, dans les 48 heures, ils sont sur site et ils effectuent des réparations. Et ils amènent les 2 bouts du câble cassé à bord et ils arrivent à effectuer des soudures, des fibres, par des techniques très, très spécifiques, et que mon collègue pourrait mieux expliquer que moi. Mais ils savent faire, c'est ça leur job. Et ça prend quelques jours, quelques semaines pour effectuer ces réparations. Et après, les infos peuvent à nouveau circuler.
Oui, tout à fait. Et c'est des problèmes pour la transmission de données comme Internet, etc. Mais aussi toutes les données financières de Wall Street, de toutes les autres bourses dans le monde, ça transite par là. Donc ces câbles sont ultra importants et il y a 99% de toutes les données mondiales qui transitent par ces câbles sous-marins. On a tendance à penser que c'est les satellites qui transmettent toute l'info, mais c'est faux. L'info, elle transite au fond de la mer. Cet appareil est un interféromètre. Il nous permet en fait d'envoyer un signal optique dans l'infrarouge, un signal optique dans la fibre optique. Et la fibre optique en fait va émettre ce qu'on appelle des ondes acoustiques à des fréquences données, qui ne sont pas des fréquences radio, c'est des fréquences qui sont de l'ordre de quelques gigahertz. Et les fréquences en fait émises par la fibre optique vont être dépendantes de la température ou de la traction que subit la fibre optique. Et donc ces fibres optiques sont présentes dans le câble que vous a montré tout à l'heure monsieur Gutcher. Et cet appareil en fait permet de mesurer en tout point de la fibre optique du câble l'élongation ou la température que subit en fait ce câble. Voilà. Oui. Alors pourquoi ça peut changer? C'est que ici vous n'avez pas trop ce phénomène-là, mais pour les câbles qui sont dans les fonds sous-marins, vous avez des phénomènes de marée. Et donc du coup en fait la température de l'eau peut un petit peu varier. C'est le cas pour des profondeurs qui sont de quelques centaines de mètres. C'est moins le cas pour des profondeurs de plusieurs kilomètres, bien sûr, où la température elle est très stable. Et sinon, comme disait Marc-André tout à l'heure, vous avez aussi des phénomènes de traction qui peuvent apparaître au niveau de ce câble. Et ce que vous voyez là à l'écran en fait de notre interrogateur, vous avez donc une fibre optique qui est ici, qui mesure 1,2 km de long. Et moi j'interroge donc ces 1,2 km. Et cette fibre optique, on l'a placée sur la table, puis on l'a placée en fait en plein soleil. Et ce que vous voyez, c'est la différence du moment où la fibre optique est sur la table et la fibre optique placée en plein soleil. On voit une élongation en fait, une augmentation de la température de potentiellement une dizaine de degrés, là où la fibre est exposée tout simplement à la chaleur. Voilà, exactement. On essaie en fait, grâce à toute la technologie optique télécom, de trouver des nouvelles applications en fait à la fibre optique dans le domaine des capteurs, on le voit ici, mais aussi pour le transport de puissance, d'énergie ou autre. Enfin, les domaines d'application des fibres optiques sont très larges. Alors, en particulier, en fait, on fait de la recherche scientifique pour mieux comprendre les fonds marins, les écosystèmes qui sont autour, les aléas qui peuvent être générés au niveau des structures que l'on rencontre aussi. Et donc pour donner des éléments scientifiques de compréhension pour que les politiques publiques mettent en place en fait des systèmes, soit pour exploiter les richesses des fonds, soit en fait pour protéger la population. Guadeloupe est particulière dans le sens où on est sur une zone de subduction et on est, et les risques de séisme en fait sont réels. Parce qu'on a déjà eu des séismes dans le passé. Et donc, par conséquent, il est important en fait, de comprendre cette zone de subduction pour mieux comprendre en fait, la récurrence des séismes et comprendre comment sont générés ces séismes-là. Et peut-être la génération future pourra mettre en place des systèmes pour prédire les séismes, puisqu'à ce jour, on n'est pas capable de le faire. Alors, c'était pour montrer un peu les différents types de fluides qu'on retrouve dans les fonds marins, notamment le gaz naturel, le méthane, qu'on retrouve très souvent sous les marges, sous différentes formes. Là, j'ai montré les hydrates de gaz que l'on ne retrouve pas au large de la Guadeloupe, dans les eaux guadeloupéennes, mais en fait qu'on retrouve à de très nombreux endroits sur Terre et qui sont de très grands réservoirs de gaz naturel. Alors c'est des pistes que pour certains pays, et c'est des ressources potentielles d'énergie, surtout les pays d'Asie du Sud-Est. Nous on l'utilise on étudie les hydrates parce qu'en fait la déstabilisation de ces hydrates peut générer des glissements sous-marins. Et donc c'est un aléa qui potentiellement, si c'est près d'une zone habitée, peut représenter un risque. Donc il faut comprendre la distribution de ces hydrates pour mieux comprendre les aléas et aussi pour comprendre comment les écosystèmes spécifiques de ces fonds se développent et quelle est l'utilité de ces hydrates pour le développement de ces écosystèmes. Oui, en fait il est très important
de faire ce type de rencontre. D'une part, en fait, je dirais, parce qu'on fait de la recherche, mais il faut qu'on explique à la population ce qu'on fait. On ne doit pas rester dans notre coin, puisqu'en fait, ça les concerne aussi. Donc ça, c'est la motivation première. Expliquer un petit peu ce qu'on fait, quel est l'impact en fait de nos résultats sur leur quotidien. Et aussi pour essayer je dirais en fait, d'éveiller des vocations, parce que comme je le disais, en fait, notre île, elle est belle. Il y a beaucoup en fait d'enjeux sociétaux, environnementaux auxquels on va être confronté dans les décennies à venir, et par conséquent, il est important que la jeunesse prenne conscience de cela et qu'ils se documentent aussi, qu'on leur explique les potentiels métiers qu'ils peuvent faire pour justement contribuer au dynamisme de la Guadeloupe de demain. On est dans une belle manifestation, une belle opportunité qu'on a avec un jeune de Vieux Habitants, Olivier Ruffin, qui a fait ses classes à l'école primaire de Vieux Habitants, à Géry, qui a traversé le collège, fait le lycée Velriach, puis parti faire des études. Et aujourd'hui, est à l'IFOMER comme chercheur HDR. Donc c'était une opportunité. Et donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'accueillir des chercheurs mondiaux. Et pour les parents, pour nos jeunes, de montrer que la réussite est là, quand on a envie. Et pourquoi le faire à Vieux Habitants? C'est pour montrer que la Guadeloupe, c'est pas simplement Vieux Habitants dans la Guadeloupe, et qu'on a eu cette occasion de le faire à Vieux Habitants, de mettre de la lumière sur Vieux Habitants et de montrer qu'on peut aussi organiser des tels événements sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'était Vieux Habitants. Mais c'est aussi un regard particulier sur la question de la science, sur la question qu'est-ce que la science apporte au quotidien des Guadeloupéens. Donc c'est aussi à faire une démarche de rapprocher la science vers la population. Donc c'est pourquoi on a cherché dans cette manifestation. On aurait pu rester qu'avec un seul jour pour les enfants demain, parce que tous les enfants des écoles primaires de DR jusqu'à Basse-Terre seront là. Donc on attend beaucoup d'enfants, les bus sont prévus, donc l'éducation nationale est dans le projet. Mais aujourd'hui on a voulu faire un truc grand public, où le citoyen bissois, ou le citoyen, comme on a fait de la communication de Guadeloupe, qui souhaite connaître en quoi la science, la géoscience impacte nos quotidiens, de venir voir et d'être au plus près des chercheurs. Et ils vont nous expliquer en faisant des démonstrations très pédagogiques. Il y a plusieurs ateliers, donc de venir dans ces ateliers-là. Donc j'ai fait confiance à Frédéric Otto qui a organisé cette manifestation, et avec Olivier Ruffin. Et je pense que les gens qui viennent trouvent leur compte, parce qu'il y a de la bonne pédagogie. Et ça montre aussi comment la science peut intéresser les Abyssois. Et puis, justement, on est dans la phase où nos enfants sont après le collège, après le terminal, donc pour faire des études. Eh bien, à l'université des Antilles, il y a des chercheurs de l'université qui sont là. Jean-Frédéric est là. Et on a des jeunes étudiants ou des jeunes abyssois qui font des études déjà à Fouillol, mais ça peut aussi développer des talents ou des envies chez des jeunes abyssois qui sont au collège, qui s'orientent déjà vers le lycée pour tout ce qui est sciences, et puis ceux qui ont fait sciences au lycée pour aller faire des études dans ce domaine-là, parce que demain matin on en aura besoin. On en aura besoin donc, pour le territoire de la Guadeloupe, dans tous les domaines, et dans ce domaine-là, la géoscience, on aura besoin des Guadeloupéens pour occuper des postes de responsabilité.